Ma prochaine invitée est devenue dimanche dernier la première récipiendaire du prix Wilder Penfield. C'est la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche biomédicale. Madame Brenda Milner, neuropsychologue, n'en est pas d'ailleurs à ses premiers honneurs pour le demi-siècle qu'elle a consacré à la recherche sur la mémoire et sur le cerveau humain. Elle a été reçue, entre autres, fellow de la Société royale du Canada et de la Société royale de Londres, officier de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec, pour ne nommer que quelques honneurs. Elle est pionnière dans sa discipline. Elle a aussi fondé le département de psychologie de l'Institut de neurologie de Montréal et elle a signé une centaine d'articles sur les découvertes, fort nombreuses d'ailleurs, qu'elle a faites sur le rôle de certaines parties du cerveau dans la mémoire. Elle est née du nom de Langford en 1918 à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, et Mme Milner vit au Canada depuis 1944. Bonjour, Mme Milner. Bonjour. J'aurais pu continuer comme ça très longtemps parce qu'il y a tellement de choses dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez accompli. Quand on regarde votre parcours professionnel, et même au fond depuis votre jeunesse, on a l'impression que vous êtes un type de femme qui avait fait ce que vous vouliez dans la vie. Je crois que c'est vrai. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Je pense que ça aide énormément. Mais est-ce que ça a pris beaucoup de volonté pour le faire aussi? Ah oui, je crois que oui, parce que, surtout au début, pour avoir l'entrée à l'Université de Cambridge, parce qu'il y avait très peu de femmes là, c'était dans les années 30-36, je suis allée à Cambridge. Comment avez-vous réussi à entrer alors? Oh, mais, en travaillant, en la concurrence, pour avoir les bourses, avoir la place en mathématiques, physique, c'est comme ça. Et vous avez terminé haut la main aussi? Oh oui. Vous avez été la première de votre catégorie? Oui, en psychologie expérimentale, c'est vrai. Mais j'ai toujours été ambitieuse et j'ai toujours su travailler jusqu'à la dernière minute. Non? Quand on me dit « Oh, Brenda, dormez ce soir », je ne le fais pas parce que je suis capable de travailler jusqu'à la dernière minute avant un examen. Et ce travail acharné, vous le faites encore aujourd'hui? J'ai mentionné que vous étiez née en 1918 parce que la réalité, c'est que vous travaillez encore énormément. Ah oui, parce que je ne fais pas de distinction entre travail et vacances, je pense, parce que en travaillant, c'est un luxe. Je fais ce que j'aime à faire. C'est pas lourd. Quand vous avez même pris la décision d'aller vers les sciences, quand vous étiez jeune, au fond, votre famille vous prédisposait davantage vers les arts. Oui, c'est vrai. Votre père était musicien. Oui, et ma mère. Et comment vous avez réussi à les convaincre de ne pas aller? Mais mon père est mort quand j'avais 8 ans, alors c'est resté ma mère à convaincre. Mais elle a toujours voulu que je fasse ce que je voulais faire. Elle a toujours un soutien très fort pour ce que je voulais faire. Ceci dit, c'était avec regret parce qu'elle ne pouvait pas partager cette vie intellectuelle. Elle aurait préféré partager une vie du côté des arts et des langues. Discuter avec vous de ce que vous cherchez et tout. Et elle a dû avoir certains regrets quand vous êtes partie en 1944, même si c'était seulement pour un an. Vous êtes au Canada depuis ce temps-là. Oui. Et même quand je suis allée à Cambridge en 1936, parce qu'elle restait seule à Manchester, et j'aurais pu aller à l'université de Manchester, mais elle savait que je voulais absolument aller à Cambridge et elle était d'accord pour moi. Quand vous êtes arrivé à Montréal et après un moment où vous avez été professeur à l'Université de Montréal, quand vous êtes entré à l'Institut de neurologie à McGill, vous étiez là aussi une pionnière, au départ simplement parce que je suis certaine qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes avant vous qui étaient là à l'Institut? Non, les femmes n'étaient pas nombreuses. Et vous êtes arrivée en tant que psychologue de formation dans un univers où c'était des médecins, chirurgiens. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir double surprise de leur part? Oui, je pense que le côté homme-femme, ça ne jouait pas dans le travail, mais le fait que j'étais psychologue, ça n'avait pas c'était pas très visible, non? Et on a dit ne pas déranger les gens sérieux, non, mais vous avez le droit d'étudier les malades. Oui. Mais être femme, c'était pas difficile, excepté sur le plan, les niveaux de la vie sociale, parce que là, à cette époque-là, nous étions dans les années 50, la plupart des épouses des médecins, c'était surtout des femmes qui considéraient que être mère de famille et le soutien de leur mari, c'était leur carrière. Elles ne comprenaient pas que qu'une femme choisisse, préfère une carrière comme telle.
Une carrière extrêmement studieuse aussi, parce que dans ce que vous avez trouvé au niveau du cerveau, je vous comparais dans mon esprit à un Christophe Colomb qui aborde, qui aborde un territoire immense et qui ne sait pas ce qu'il a devant lui. Quand vous vous êtes mêlé de ces recherches à l'Institut, c'est vrai qu'on savait peu de choses du cerveau à ce moment-là. On travaillait sur l'épilepsie. Oui, oui, on savait quelque chose sur le cerveau, mais très peu sur les fonctions des lobes temporaux, par exemple, parce que c'était nouveau. M. Penfield, c'était un grand pionnier de la chirurgie de l'épilepsie, comme vous le savez. Et alors, ses interventions sur un lobe temporal pour l'épilepsie, guérir l'épilepsie temporale, ça se faisait seulement à Montréal, dans le monde entier. Alors, personne ne savait exactement ce qu'on allait découvrir. C'était passionnant. Pas même vous, d'ailleurs. Non, non, sûrement pas moi. Est-ce que quand vous remarquez, quand vous pensez à ce que vous avez découvert, est-ce que vous le voyez avec une sorte de surprise, au fond? Est-ce que c'est un coup de chance ce que vous avez fait? Oui, je crois que la chance joue un rôle là, il faut l'admettre, parce que c'est la malchance des malades, de M. Penfield et de malades de M. Scoville aux États-Unis, un chirurgien aux États-Unis, de voir, après une intervention dans chaque cas, guidée par l'intention de guérir l'épilepsie et qui avait un peu réussi à faire ça, de voir déclencher de gros troubles de la mémoire qui étaient beaucoup pires que d'avoir l'épilepsie. Alors là, la possibilité d'examiner ces malades à travers les années et de voir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ça nous a donné beaucoup de connaissances précieuses. Et c'était, comme je disais, c'était une malchance pour les malades, mais pour moi, c'était vous avez aidé une chance extraordinaire, oui. Et grâce à votre observation patiente et au fait que vous faisiez subir des tests à ces patients, vous avez commencé à comprendre des éléments de la mémoire. Je dis la mémoire, mais vous dites les mémoires. Oui, 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 la mémoire, ce n'est pas unique, monolithique. Il y a différents systèmes, évidemment, dans le cerveau, parce qu'on voit que quelqu'un qui est incapable de se souvenir de ce qu'il a mangé il y a une demi-heure, ni un tel malade comme notre malade HM des États-Unis qu'on a étudié beaucoup, s'il était ici avec vous en entrevue ce matin et s'il sortait, juste sortait du studio, et on demande comment c'était passé. Il ne pouvait pas répondre, c'était tout disparu. Alors c'est un oubli continu de notre vie. Alors quelqu'un comme ça est tout à fait capable d'apprendre à une vitesse normale une habileté sensorimotrice, hein, comme suivre le trajet d'une étoile, le parcours d'une étoile, en regardant la main et l'étoile seulement comme reflet dans le miroir. Je ne sais pas si vous avez essayé ça. C'est très difficile de travailler avec un miroir. Travailler avec un miroir, on fait tout au contraire. Et puis, il faut apprendre par petits incréments, on apprend. Comme on apprend à jouer au golf, au tennis, tout ça. Et ces patients-là pouvaient quand même, HM aux États-Unis, pouvaient l'apprendre? De façon normale. Alors, ça nous enseigne qu'il y a là au moins deux systèmes différents. Il y en a un qui n'était pas atteint. Oui, 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 oui. Et à la fin, on peut faire ça 30 fois de suite. À la fin, il fait ça parfaitement, mais il ne se souvient pas du tout de l'avoir déjà fait. C'est extraordinaire. Votre patience et votre détermination dans ces zones du cerveau ne vous empêchent sans doute pas de voir combien, par exemple, des maladies comme l'Alzheimer et tout créent des désastres profonds dans l'ensemble du cerveau. Est-ce que vous faites confiance à la science d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train de trouver des choses? Vous avez contribué énormément. Est-ce que vous le sentez comme ça quand vous rencontrez vos collègues sur le plan international? Est-ce qu'on avance? Oh, je crois qu'on avance, oui, mais on avance lentement. Ce sont des questions très, très difficiles. Non? Il faut la patience encore, ce qui n'est pas bon pour les gens déjà souffrants, mais je suis sûre qu'on avance. Et il y a une relève des jeunes scientifiques, ils ont la même passion que vous avez eue? Ah oui, encore plus. On voit ça à la Société américaine de neurosciences au début de novembre. Il y avait 22 000 personnes là. C'est extraordinaire.
extraordinaire pour une convention, pour un congrès, 22 000, imaginez-vous. Et la majorité, ce sont des jeunes qui ont le doctorat, mais qui sont tous enthousiasmés par la possibilité pluridisciplinaire, non, de mettre ensemble les différents aspects de la neuroscience cognitive maintenant, de notre, y compris la neuropsychologie, évidemment. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là aussi, vous avez été comme un peu la vivante image de la pluridisciplinarité dans votre secteur. Vous êtes arrivé avec votre connaissance et vous l'avez combiné à d'autres. Et c'est ça l'avenir aussi. C'est sûrement l'avenir. On ne peut pas survivre sans ça. Non? Les frontières traditionnelles des diverses disciplines n'existent plus. Il faut une combinaison maintenant. Et alors, il faut la volonté des gens et aussi, évidemment, il y a énormément d'équipement maintenant qui est impliqué dans toute votre recherche. Coûte très, très cher. C'est énorme par rapport à ce que vous avez fait. Ça, c'est horrible. Ce n'est pas strictement en psychologie, mais nos collègues, nous avons un rapport symbiotique avec nos collègues en imagerie neuronale. Hein, et là, ce que cette technologie coûte, c'est affreux. Tout ça pour comprendre un grand mystère, celui de notre être humain, finalement. Oui. Ça vaut l'argent, peut-être. Et si vous vous attaquez maintenant à une autre section de la mémoire, vous continuez vos recherches? Je continue mes recherches, oui, surtout sur les fonctions du lobe frontal, qui m'a toujours fascinée. Vous savez, ce que j'ai vu et ce que j'ai décrit pour le lobe temporal, je pense, pour simplifier, que ça rapporte vraiment au emmagasinage, vraiment aux traces de la mémoire. Tandis que le jeu du lobe frontal, c'est autre chose. C'est l'organisation. Si on veut se retenir de quelque chose, il faut avoir de bonnes habitudes d'étudier, il faut organiser, structurer ce qu'on va retenir, et puis il faut savoir chercher dans notre mémoire la bonne adresse, si vous voulez. Alors, il faudra le trouver, Madame Milner. Nous n'avons plus le temps. Je vous remercie. Oui, merci à vous.